Bien, oui, merci de me donner le micro et merci à la DGAC. Donc je me présente, Bernard Decré, je suis qu'un pilote amateur, passionné d'aviation bien sûr et de bateau, parce que j'ai créé le Tour de France à la voile. Mais depuis 8 ans, exactement depuis 9 ans, je suis sur la recherche de l'Oiseau Blanc, l'avion de Ningesser et Colli. C'est 8 années très prise par cette recherche, parce que je travaille autrement dans d'autres domaines. J'avais été cofondateur avec Franklin Deveau de Proteus Hélicoptère, et d'autres domaines dans l'aviation, mais pour la recherche de l'oiseau blanc, c'est à peu près 50 heures par semaine, depuis 8 ans, et puis je consacre 20 à 30 heures dans d'autres activités professionnelles. Donc c'est un travail assez chargé. En résumé, vous avez peut-être vu ça, j'ai été... voilà. J'ai eu une très bonne couverture médiatique, je suis tout seul, j'ai une petite association, mais j'ai pu, à vrai dire, je connaissais Roland Ningesser, que vous avez peut-être connu, qui était le député-maire de Nogent, qui était le neveu de Charles Ningesser, et ça je l'ai connu par le milieu de la voile, et puis ensuite j'ai été le voir en lui disant, écoutez, vous parlez souvent, tous ces discours commençaient mon oncle l'aviateur, et son oncle aviateur, je m'en suis occupé, et à raison donc de 50 heures par semaine, je vais vous faire un bref résumé. Il y a eu un bon bouquin de faits chez Artaud, et on a fait qu'un tirage de 4000 qui est parti assez rapidement. Et puis ensuite, un certain nombre d'émissions de télévision sur France 2. On a fait 4 ou 5 sujets de 35 minutes, un sujet sur Arte, Thalassa, etc., qui ont bien fait parler de notre histoire. Là, on arrive maintenant, en 2015, nous avons eu de la FAI, de la Fédération Aéronautique Internationale, à Lausanne, lors de leur 109e assises à Rotterdam, la remise d'un diplôme du trophée Tissandier pour récompenser les résultats de notre enquête. En clair, et vous allez avoir, vous serez tous invités, le 19 juin prochain, la ville de Paris vient de m'envoyer un mail lundi matin, nous allons rectifier les plaques de rue Ningesser et Colli. Elles vont, où il y a marqué rue Ningesser et Colli, il y a marqué disparu en mer. Eh bien non, on a fait rectifier. Première traversée est-ouest de l'Atlantique, 8 et 9 mai 1927, ont sombré devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vais être très bref parce que je fais... à vrai dire, je vous donne la suite. Ça m'a demandé à peu près une douzaine de voyages aux États-Unis, d'aller fouiller, j'ai été très bien reçu dans les archives à Washington, dans les archives de la NARA, National Archive Records Administration, où j'ai pu voir les responsables des Coast Guard et de la Navy, et j'ai pu trouver des télégrammes échangés entre les Coast Guard et les politiques. En clair, on ne pouvait pas savoir, Ningesser et Colli sont arrivés dans une zone de guerre, quasiment guerre locale, qui était la prohibition. On oublie, et c'est très difficile, vous voulez acheter un livre sur la prohibition à la FNAC, vous n'en trouvez pas, sauf Tintin en Amérique, qui vous donne un peu. Mais ils sont arrivés, car ils ont eu un très très mauvais temps sur les côtes de Terre-Neuve. On sait qu'on les a vus à Harbour Grace, à 9 h du matin, donc c'était à 32 heures de vol. Ensuite, ils sont descendus sur la pointe sud de Terre-Neuve jusqu'à Cap-Race. Et déjà, vous pouvez calculer, l'avion vole à 150 à l'heure. Ils sont partis avec 3800 litres et non pas 4100, 3800 litres. Et ils sont déjà, il ne reste plus que 3 heures de vol quand ils sont sur les côtes de Terre-Neuve. Ils vont aller vers Saint-Pierre-et-Miquelon, où Colli avait prévu en cas de mauvais temps de passer. Et ils ont voulu amérir, mais ils se sont fait tirer dessus 2 fois. Une fois par un US Coast Guard qui s'appelle le Modoc, et une autre fois par un bootlegger de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le bootlegger les a pris pour un avion des Coast Guard, et les Coast Guard l'ont pris. Alors, diplomatiquement, c'est ce que je dis dans les conférences aux États-Unis, on ne se balade pas sur les côtes américaines avec un insigne de pirate, un cœur tout noir avec une tête de mort, etc. Ça, c'est la version soft. Mais, vous connaissez bien, vous voyez aussi avec Trump en ce moment, America must be first. America first. Et même à l'époque, il fallait que l'Amérique gagne ce prix Orteig
de 25 000 $ qu'a gagné donc Charles Lindbergh. Donc on arrive, et ça je vous remercie, je vais terminer là, on est aux 90 ans de la traversée de Charles Lindbergh, mais aussi de Charles Nagesser et de François Colly, bien qu'il se soit abîmé en faisant un mauvais amérissage devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors en ce moment, j'ai dépensé pas mal de fonds que j'ai pu trouver grâce au groupe Safran pour rechercher le bloc moteur devant Saint-Pierre. Je me suis trompé. Je pensais que le moteur s'était dissocié du fuselage, mais pas du tout, ce sont les ailes qui sont disloquées. J'ai trouvé les télégrammes des Coast Guard du CG-230, CG-250, c'est les petits Coast Guard, CG-290, qui ont tied up the piece of wing, qui ont récupéré les morceaux d'ailes, qui sont dans les stockages à Boston, District 1, où je dois retourner, et à Norfolk, où j'ai trouvé aussi un télégramme. On est à côté de deux ailes blanches, l'une au-dessus de l'autre, sans concrétion. On est à côté des morceaux de l'avion de Nagesser et Colly. Que doit-on faire, demande le Coast Guard. La réponse est silence. Il faut bien comprendre, et je termine là-dessus, qu'on est en 1927, après le 14-18, on doit payer la dette de guerre 14-18. Lindbergh, quand il est arrivé au Bourget, le 21 mai, à 10 h du soir, a dit les premiers mots « A-t-on des nouvelles de Nagesser et Colly ?» Ils avaient 10 ans de différence. Il a été très fair-play en disant ça. Ensuite, il a demandé, après avoir un peu dormi quand même, il a demandé la permission d'aller embrasser la maman de Nagesser, à côté de la place de la République. Donc il y a eu un coup de cœur des Français avec Lindbergh, on l'a bien fait, mais et j'ai pu récemment, enfin il y a 2 ans, inviter Eric Lindbergh, le petit-fils de Charles Lindbergh, à déposer, c'est lui qui l'avait demandé, une gerbe de fleurs blanches, comme aurait fait son grand-père, devant le port de Saint-Pierre-et-Miquelon, en hommage. Donc je me suis trompé en cherchant le moteur devant Saint-Pierre, je le dis très humblement, car le fuselage qui était avec, vous savez, 3 grands réservoirs, il pouvait contenir 4100 litres d'essence, il n'y avait plus d'essence, donc le fuselage a flotté entre 2 eaux, et le moteur est resté fixé. Je pensais qu'il était devant Saint-Pierre, pas du tout. Il est allé, et c'est les dernières recherches que je ferai, à côté de Portland, avec le courant du Labrador, et l'endroit est assez précis, c'est entre Cliff et Jewel Island, où je suis allé voir les pêcheurs, et le pêcheur qui a 92 ans, que j'ai vu il y a 2 ans, m'a laissé sa carte où il avait mis sa ligne de casier homard, où il a repêché les morceaux d'aluminium. Ces morceaux, dans la presse, ces morceaux ont été repêchés en 1960. Là, le consul de France de Boston a été très, très rapide, il a su que ces morceaux-là étaient là, il les a envoyés à l'ambassade de France à Washington, qui, par la valise diplomatique, l'a ramené à Paris. Bien sûr, on ne trouve plus les traces, sauf que j'avais les photos. Et un enfant de 5 ans verrait que les morceaux d'avion correspondent bien entre les photos de la construction, les photos des morceaux qui ont été analysés. Je termine là-dessus. D'abord, je tenais à souligner que je dois beaucoup à la DGAC, car vous aviez Clément Pascal Meunier, qui a été, on dit ingénieur principal, je crois, général, et qui a fait un très bon rapport en 1986 à la demande de Roland Nagesser. Et j'ai suivi ce rapport à la lettre, avec toutes ces suppositions. Alors je vais vous dire simplement que quand on a analysé ces morceaux d'aluminium, c'est je crois aussi un membre de la DGAC, cet ingénieur qui a été responsable de cette commission d'enquête, on a dit assez rapidement, trop rapidement, que cet aluminium ne venait pas de chez Levasseur. Sauf qu'il y a 3 ans, j'ai mis une enquêtrice, journaliste d'investigation, qui s'appelle Nadia Gillet, qui a fait un travail remarquable, et je lui ai dit, vous vous occupez uniquement des morceaux de cette quête, je veux absolument qu'on trouve la vérité. Elle a retrouvé l'ingénieur qui présidait cette commission d'enquête. Elle lui dit, écoutez, je viens de la part de Bernard Decrès, vous avez présidé cette commission d'enquête sur l'aluminium de cette, on disait, de l'avion d'Oiseau Blanc, et vous avez déclaré qu'il ne provenait pas de chez Levasseur. Il a répété il y a 3 ans. Effectivement, madame, cet aluminium ne venait pas de chez Levasseur. Mais, dans la cuisine à côté, juste derrière, préparant un petit café, sa femme était là, et elle lui a dit, et mon enquêtrice a bien entendu, mon chéri, c'est ce qu'on t'a dit de dire.
Ouais. Cet aluminium-là, les rivets étaient en centimètres et non pas en inches sur les côtes de Portland. Comme quoi, quand on veut réécrire l'histoire, là, il y a une histoire de dette de guerre. Il fallait qu'on oublie Nagesserit Colley, car Lindbergh était devenu un héros planétaire. Et c'est... Alors, je vous le dis à vous aussi, il n'y a pas de journaliste. Je suis tombé sur un document 1931. Il ne faut pas oublier que la presse française a eu des moments où il y a eu... la presse était censurée. 1931, notre délégation française va parler de la dette de guerre à Washington en octobre 1931. Notre délégation, composée de 4 ou 5 membres éminents du gouvernement, rencontre les sénateurs et le sénateur Hamilton Fish Jr. III. Hamilton Fish lui dit, écoutez, pour réduire un peu la dette de guerre, on va vous reprendre les Antilles, ça vous sert à rien, ça vous coûte cher. On va reprendre la Guyane, c'est plein de moustiques, etc. Je ne sais pas pourquoi la France veut. Et on va reprendre, vous avez un caillou qui s'appelle Clipperton, dit le sénateur américain, à la délégation française à Washington en octobre. Ce à quoi notre représentant français lui répondait, monsieur le sénateur, si vous continuez à nous proposer des sornettes comme ça, je vais officiellement dire que vous avez abattu Nagesserit Colley. Comme disent les enfants, ça c'est du lourd. Donc si vous voulez, on est... Ce qu'on souhaite, et ce que je souhaite, c'est terminer en trouvant quand même un partenaire, car ça coûte cher de louer des ingénieurs en scénographe, de sonar et magnétomètre comme je l'ai fait, pour cette zone près de Portland, car on est presque persuadé que le reste du fusillage avec le moteur se trouve là. Et un bon indice, c'est que le FBI a interdit de plonger en 1960, dans ce point-là. Mais maintenant ça va mieux, on va tâcher de le faire avec l'aide des Américains et des Coast Guard, pour que ce soit eux qui nous retrouvent ce foutu bloc moteur, ou alors les morceaux d'aile qu'ils ont récupérés à Boston. Donc voilà, on a un blog, vous faites l'oiseau blanc, et puis allez à l'hôtel Peninsula, vous verrez, grâce à un Anglais passionné d'aviation, qui s'appelle The Honorable Sir Michael Cadbury, passionné par notre enquête, a fait ce restaurant à l'hôtel Peninsula en haut, qui s'appelle l'Oiseau Blanc. C'est exceptionnel et ça fait plaisir de voir que, enfin, un Anglais nous aide à rechercher, à donner la véritable conclusion sur Nagesserit Colley. Merci infiniment à vous. Merci Bernard, merci pour toute cette énergie déployée, et puis sur le fait de ne pas avoir peur de dire je me suis trompé, je change de... Oui, puis voilà, puis vis-à-vis de l'administration et et les grands ministères, sachez qu'un jour je téléphone au ministère de la Culture pour avoir un rendez-vous, et en disant c'était pour l'Oiseau Blanc, j'ai un rendez-vous. On m'a dit mais écoutez, on ne s'occupe pas d'ornithologie, voyez plutôt le ministère de l'Agriculture. On a encore du travail, voilà, je crois.